tout le monde. Donc je vous présente Gwep qui nous vient de Paris, qui représente l'association qui s'appelle Batik International. Et Gwep va nous parler de la question de l'égalité des genres et des représentations de genre, notamment en présentant un outil qui s'appelle l'estimomètre, qui est une outil de leur création, qui permet de mesurer en fait la confiance en soi. Donc Batik International, une association qui est soutenue par l'Agence française de développement et qui met en œuvre son programme dans tous les pays d'Afrique du Nord, donc du Maroc à l'Égypte. Et Gwep, je te laisse la parole. Bienvenue. Et présente-nous justement cet estimomètre et le travail de ton association. Oui. Merci beaucoup. Comme ça a été dit, je travaille pour Batik International. On est une association française et donc on travaille avec des partenaires dans différents pays de la rive sud de la Méditerranée. Donc très rapidement, Batik, on travaille sur différents types de projets, mais on a toujours une thématique principale qui concerne l'accompagnement et le renforcement du pouvoir d'agir et de choisir des personnes les plus vulnérables, que ce soit les jeunes, les femmes et parfois aussi les personnes âgées, les personnes en situation de migration. Et en fait, je voulais démarrer ma présentation par un constat terrible que vous connaissez certainement déjà, qui est que dans le monde, une femme sur 3 a vécu une situation de violence. Tout type de violence, qu'elle soit physique, sexuelle, émotionnelle, psychologique, économique. Il y a aussi d'autres chiffres qui sont par exemple sortis très récemment. Une des conséquences de la crise sanitaire, c'est entre 10 et 11 millions de jeunes filles qui seront mariées de façon précoce. En Égypte, entre 7 et 9 femmes sur 10 excisées. En France, seulement 10% des femmes en capacité d'aller porter plainte. En Algérie, la moitié des citoyens et citoyennes qui estiment qu'il est normal qu'un homme batte sa femme. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Énormément de données, énormément de chiffres, énormément de statistiques qui mettent en valeur ce constat terrible. Derrière ces statistiques, il y a aussi des récits de vie qu'il ne faut surtout pas oublier. Et une des conséquences de ces violences qu'on arrive plutôt bien à imaginer, ça va être des conséquences sur la santé des femmes, sur leur capacité d'accéder à un travail, la capacité à se projeter dans l'avenir. Et une autre des difficultés que les femmes victimes de violences subissent, c'est qu'elles ont, dans la majorité en tout cas, énormément de mal à se sortir des situations de violence. Et c'est lié à ces conséquences dues aux violences. Elles vont subir différents types de freins. Ce que j'essaye de dire là, ce n'est pas que c'est de la responsabilité et de la faute des femmes si elles ne sont pas en mesure de sortir des situations de violence. Mais elles vont être coincées entre énormément de choses. Par exemple, aller porter plainte, ça peut être un calvaire parce que le commissariat n'est pas accessible, ou si le commissariat est accessible, elles vont potentiellement se retrouver en face de quelqu'un qui vont leur faire resubir des situations de violence parce que cette personne n'a pas été formée. Au niveau de la famille aussi, la femme peut avoir des craintes, les femmes peuvent avoir des craintes de représailles vis-à-vis de sa famille, des craintes d'être répudiée, une crainte de subir un sentiment de honte. Et en fait, tous ces facteurs-là vont jouer au niveau individuel. Tous ces facteurs-là vont jouer sur l'estime de soi. Elles vont perdre estime en elles. Et la perte d'estime de soi, ça nous empêche d'agir, ça les empêche d'agir. Et c'est là qu'intervient le projet, entre autres, bien sûr, le projet que nous menons avec des associations dans la rive sud de la Méditerranée. Donc c'est bien sûr un projet parmi tant d'autres, parmi tant d'associations, parmi tant de collectifs de militants, de féministes, etc. Donc c'est le projet Karama, dont, disons, l'objectif principal est de lutter contre les violences faites aux femmes. Nous, petite parenthèse, on travaille plus spécifiquement avec les femmes dans le cadre de ce projet-là. Donc lutte contre les violences faites aux femmes et aussi tout un travail autour de la réinsertion socio-économique de ces femmes-là. Quand on parle de réinsertion socio-économique, ça inclut en fait le volet dont on a parlé un peu plus tôt, c'est-à-dire l'estime de soi, retrouver sa capacité d'agir. Et pour reconstruire cette estime de soi, ça peut se faire de différentes manières. Et là, c'est quelques exemples de ce qu'on fait nous dans le cadre de Karama. Donc, c'est des sessions d'écoute, ce qu'on appelle d'écoute active, c'est-à-dire
se mettre en face de la personne reçue et pleinement l'écouter, pleinement comprendre et essayer d'identifier quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes. Lui laisser la parole. On fait aussi des consultations psychologiques. Les consultations psychologiques nécessaires pour aussi, disons, se reconnecter avec son ressenti, avec ses émotions, essayer de les comprendre. Pourquoi est-ce que je suis en colère? Pourquoi est-ce que je suis triste? Qu'est-ce que je peux faire? Donc ces aspects-là sont individuels, mais il y a aussi des temps collectifs, donc des sessions de coaching, un peu plus développement personnel, et aussi des ateliers d'expression artistique à travers la peinture, le théâtre et l'écriture. Donc super, on parle de l'estime de soi, mais qu'est-ce qu'on entend par estime de soi? En fait, c'est un terme voilà, qui englobe énormément de choses, et notamment l'estime de soi, c'est un reflet de notre volonté psychologique, de nos aspirations personnelles. C'est quelque chose à l'intérieur de nous. C'est quelque chose de très, très intime, très individuel. C'est notre petit moteur qui fait que là c'est bon, je me sens en capacité d'aller dire telle chose à telle personne. Là, je me sens en capacité d'aller voir mes collègues pour aller leur demander de l'aide. Je me sens en capacité de m'associer avec les femmes de mon quartier, de ma communauté, pour faire une activité. Donc c'est vraiment notre petit moteur interne. Et on commence déjà à toucher du doigt que c'est quelque chose d'individuel, mais qui va tendre vers du collectif. Donc c'est pour ça, moteur individuel qui permet d'aller vers le collectif et, si on raisonne encore plus loin, d'aller vers un objectif de transformation sociale, de justice sociale. Et c'est là qu'intervient l'estimomètre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'estimomètre? C'est un outil qui a été développé et un outil super pratique. J'essaie de vous le vendre. Donc c'est un outil d'évaluation et quand je dis évaluation, c'est à la fois auto-évaluation, c'est-à-dire qu'on peut le faire avec soi-même, et c'est aussi, par exemple dans le cadre du projet, le projet Karama, ça nous permet de voir les femmes avec lesquelles on travaille, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'elles en sont au niveau de leur estime d'elles, est-ce que ça évolue, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on travaille un peu plus. Et très concrètement, en termes d'animation, ça peut se faire de différentes manières. Je vous l'expliquerai après. Et quand on l'anime, en fait, il va y avoir une facilitatrice qui va dire différentes affirmations. Et ces affirmations-là, elles sont en lien avec ce qu'on appelle les trois axes ou les trois composantes, peu importe. Et ces trois axes-là, donc le premier, c'est la confiance en soi. Ça, c'est son rapport avec soi-même. C'est-à-dire, est-ce que je me sens capable d'aller dire mon opinion? Est-ce que je me sens capable d'aller dire une opinion qui est contraire à celle qu'on me renvoie? Est-ce que je suis capable, encore une fois, d'aller chercher de l'aide? Est-ce que je suis capable, par exemple, est-ce que je connais où sont les lieux pour accéder à des services publics pour aller demander de l'aide? Est-ce que je peux prendre les transports en commun? Énormément de choses. Je me suis un peu embrouillée. Donc le premier axe, la confiance en soi, mon rapport avec moi-même. Le deuxième axe, c'est le rapport à l'action. Quand on dit action, on l'entend au sens très très large. C'est-à-dire est-ce que je me sens en capacité de gérer, de m'organiser pour faire telle chose? Est-ce que je suis en capacité de me déplacer dans un espace? Donc agir au sens très large. Et le troisième axe, c'est ce qu'on appelle le rapport aux autres et à la prise de décision. Comme je le disais un peu plus tôt, nous, vraiment, ce qu'on entend par estime de soi, et je me permets d'insister, c'est aussi la dimension, disons, collective. Comment est-ce qu'ensemble, on se retrouve, on s'organise, on prépare, on revendique, on avance, on évolue et on transforme à la fois nos vies, mais aussi les vies de la communauté, les vies du quartier, les vies du territoire dans lequel on est. Et donc, comme je le disais, il y a différentes manières d'animer cet outil-là. Il y a quelques petites questions à se poser avant de le préparer. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut se faire soit à l'écrit, soit à l'oral. Et ça, c'est plutôt pratique parce que si, par exemple, on est en face d'un groupe de personnes qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, on peut plutôt switcher vers la version orale. C'est aussi un outil qui peut s'utiliser de manière individuelle ou collective. De manière individuelle, c'est
plus pratique si par exemple on est voilà, un groupe vient tout juste de se créer, les personnes ne se connaissent pas encore très très bien, on ne sait pas trop quel est le lien, quel est le rapport entre les personnes. Bon, là on va faire individuellement, on va utiliser l'estimomètre de façon individuelle. Ensuite, si on décide plutôt de le faire en groupe, là il faut s'assurer que déjà d'une, en tant que facilitateur, facilitatrice, on connaît bien le groupe, on connaît bien les relations entre les personnes et que ce groupe-là est un espace, disons, safe, je sais pas, une zone sécurisante dans laquelle les personnes se sentent quoi. C'est un espace dans lequel les personnes ne vont pas se sentir jugées par rapport à ce qu'elles pourront dire. Voilà pour toute la partie blabla. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de tester l'outil. De tester l'outil dans sa version orale et la version collective. Donc là, en fait, bon, je ne vais pas vraiment respecter ce que j'ai écrit parce qu'on ne se connaît pas, je ne vous connais pas, etc. Mais juste pour rendre ça un peu plus concret, je vous propose, si jamais il y a, disons, 5-6 personnes volontaires, de venir à côté de moi et comme ça, je vais vous expliquer comment s'anime l'estimomètre. Est-ce qu'il y aurait des volontaires? Merci. On en est à 4, 5, encore une personne. Merci. Encore une personne volontaire? Allez, monsieur. Super. Je vous tiens le café. Alors, ce qu'on va faire... Ouais, je vous propose que vous vous mettiez en ligne, comme ça. Hop. Tac, tac, tac. En ligne au même niveau. On va pousser un peu les chaises. Ok, super. Bienvenue. Alors, je vais vous lire des affirmations. Si jamais cette affirmation pour vous est vraie, vous faites un pas en avant. Si jamais cette affirmation pour vous est fausse, vous faites un pas en arrière. Et si jamais cette affirmation, vous hésitez, vous savez pas trop, ce qui est normal, hein, vous restez sur place. Ça vous va? Ok. Alors, première affirmation. Je demande de l'aide quand j'en ai besoin. On peut faire des demi-pas, ça marche. Ok, c'est tout bon. Maintenant, est-ce que quelqu'un... Enfin, non, vous restez là. Alors, je vais faire des commentaires à chaque fois que j'anime. Donc là, les personnes ont commencé à avancer. Au-delà de juste savoir, oui, je suis en capacité d'aller demander de l'aide. Maintenant, l'idée, c'est de creuser un peu plus. Ok, demander de l'aide, mais à qui? Où? Comment? Comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais si tu n'arrives pas à demander de l'aide? Et là, c'est un peu les questions que je vais leur poser. C'est-à-dire, par exemple, je ne vous ai pas demandé vos prénoms, mais comment t'appelles-tu? Kelly. Ok, Kelly. Donc, tu as avancé, donc tu te sens en capacité d'aller demander de l'aide, c'est bien ça? Oui. Est-ce que ça t'arrive dans toutes les situations, face à tout type de personnes? Ça dépend, parce que j'ai tendance à vouloir faire moi-même, mais il arrive toujours un moment où quand même, voilà, je vais chercher quand même de l'aide parce que je suis bloquée. Après, que ce soit à l'échelle personnelle ou professionnelle, donc oui. D'accord. Petit commentaire. Donc là, c'est intéressant à chaque fois, mais parce que c'est intéressant parce que là, elle a évoqué le fait que voilà, elle réagit de la même manière que ce soit dans l'espace privé, l'espace personnel, mais aussi dans le cadre du travail. Une personne qui hésitait un peu. Si jamais tu ne souhaites pas parler, n'hésite pas. Hein, je force personne. D'accord. Du coup, comment tu t'appelles? Loubna. Ok. Même question à Kelly. Du coup, toi, tu estimes que tu demandes pas trop de l'aide? Comment tu te situes du coup? En fait, moi, déjà dans la vie de tous les jours, j'aime pas trop demander de l'aide aux gens parce que j'estime que j'arrive à me débrouiller toute seule, du coup. Et dans ces cas-là, en fait, je sais pas. J'ai pas avancé parce que vraiment, je sais pas. En fait, il faut le vivre pour agir. Là, franchement, j'ai vraiment pas d'idée. En fait, je sais pas du tout. Par exemple, est-ce que quand tu travailles ou est-ce que tu es étudiante? Les
deux, je suis en alternance. Ok, tu es en alternance. Bah, disons que dans le cadre du travail, est-ce que si jamais tu es coincé, je sais pas, il y a un document que tu es en train de lire et tu ne comprends rien, est-ce que tu vas aller voir tes collègues pour leur dire, bon là, je comprends rien, est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que c'est des situations qui t'arrivent? Ouais, si je suis vraiment, vraiment coincée, ouais, là, j'ai pas le choix. Mais sinon, si j'ai le choix, ben non, je vais pas demander de l'aide. Tu préfères ne pas demander d'aide? Ok, d'accord. Merci. Vous pouvez revenir sur la même ligne. Je vais poser une dernière affirmation et après je clôture. L'autre affirmation. J'ai le temps de participer à des activités extérieures avec ma famille. Avec ma famille ou mes amis. On va élargir. Ok. Je vais aller par là-bas. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Souleymane. Ok, enchanté Souleymane. Du coup, tu as avancé, c'est ça? Oui. Donc ça veut dire que tu as l'impression que tu arrives bien à t'organiser, à gérer pour pouvoir faire des activités de loisirs? La famille, oui, effectivement. Avec la famille, avec les amis aussi? Effectivement. Et est-ce que ça a toujours été comme ça ou est-ce qu'il y a eu une période où tu avais du mal à t'organiser ou est-ce que ça fluctue? Bon, ça n'a pas toujours été comme ça. Déjà que je ne vis pas avec la famille, j'étudie dans un autre pays. Mais quand même, quand je rentre, je me débrouille toujours pour trouver du temps, pour le temps de sortir avec la famille. Okay. Et comment tu arrives à trouver ce temps-là? Comment tu arrives à t'organiser? Bon, là, actuellement, ça va être un peu compliqué, mais les années dernières, du moment que je suis à la maison, ça veut dire que je suis en vacances. Mais là, comme je travaille, c'est un peu compliqué de trouver ce temps-là. Donc ça varie quoi, en fonction de la charge de travail. Ok, donc c'est pas toujours le cas. Et bonjour. Kouleykan. Comment? Kouleykan. Kouleykan, enchanté. Et toi, du coup, tu as reculé ou tu as... Ouais. J'arrive pas à trouver du temps pour moi et pour ma famille. C'est la même chose. Mes enfants, j'arrive pas. Je suis journaliste, je cours partout pour chercher quelque chose à informer, à partager. Donc parfois, c'est difficile de trouver du temps. J'en trouve, mais c'est rare. Et c'est pas bien. Merci. Et tu penses que comment tu pourrais faire pour essayer de trouver plus de temps? Mieux m'organiser. Ouais. J'ai un problème d'organisation, je n'arrive pas à trop organiser mon temps. Et voilà, mieux m'organiser, mieux trouver du temps peut-être avec la famille. Et voilà. Et est-ce que tu penses que pour mieux t'organiser, comment est-ce que tu imagines ça? Est-ce que tu vas essayer de trouver des méthodes par toi-même? Est-ce que tu demandes des conseils? Déjà, il ne faut pas que je me disperse trop. Je suis trop dispersée parce que je suis journaliste, mais j'ai une autre casquette. Je suis militante, je travaille sur les questions des femmes. Il ne faut pas que je sois trop dispersée. Il faut que j'essaye de me trouver soit un temps pour mon journalisme d'investigation, soit un temps juste pour les questions de femmes. Mais d'un autre côté aussi, c'est lié. C'est parce que je suis journaliste et j'ai l'opportunité de communiquer sur les questions des femmes, donc c'est lié. C'est un peu difficile, mais certainement un jour ou l'autre, je trouverai du temps pour mieux passer du temps. Je te le souhaite et tu en trouveras. Merci beaucoup tout le monde, merci beaucoup, on peut les applaudir quand même. Oh là là, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, voilà. Catastrophe. Merci. Donc, comme vous l'avez vu, voilà, on a dit des affirmations, les personnes se sont positionnées. Et le commentaire que je voulais vous faire, c'est-à-dire que ces affirmations-là, en fait, bon là, c'en est certaines qui avaient été déjà préparées en amont. Mais par exemple, dans le cadre de projets ou d'activités, la première fois que vous faites cet outil-là, enfin que vous l'utilisez, vous pouvez en fait expliquer et voir avec les personnes quelles sont les affirmations qu'on pourrait mettre dedans. Voir avec le groupe, quand on parle d'estime de soi, qu'est-ce que ça veut dire pour ces personnes-là? Par exemple, justement, avec nos partenaires en Égypte, elles nous avaient beaucoup parlé du fait de se sentir courageuse, de dire des opinions qui ne vont pas dans le sens d'un public, par exemple. Le fait de se sentir capable de prendre la parole en public, en fonction de différentes personnes. Donc ça aussi, ces affirmations, il faut prendre le temps au début de définir et de comprendre qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis de l'autre, la confiance en soi, parce qu'en fonction des contextes, en fonction de la situation des femmes, des personnes de façon générale, ça peut varier. Et comme vous l'avez vu, ok, on lit les affirmations, on se positionne, mais après on va essayer de chercher à comprendre, bon, en face de qui, qu'est-ce que tu fais, les stratégies pour améliorer tout ça. Et en fait, en parlant
je veux dire, on parle à la fois du constat, mais il faut aussi parfois poser des questions sur quelles sont les solutions. Comment est-ce qu'on peut améliorer la situation? Et là, encore une fois, dans le cadre de projets, ça permet de définir des activités, des choses à mener ensemble, etc. Et deux choses et j'arrête. Donc l'estime de soi, je tenais vraiment à dire que ça fait partie aussi de quelque chose de plus global qu'on appelle l'empowerment, mot qu'on entend énormément, et que ce soit dans le cadre du projet Karama que l'on porte ou dans notre approche de façon générale chez Batik, on l'entend au sens vraiment libérateur. On cherche à ce que les femmes que l'on accompagne ne soient pas seulement vues en termes d'actrices économiques, mais qu'elles puissent vraiment regagner leur confiance en elles, travailler au niveau collectif, apprendre des nouveaux savoirs, les revendiquer, avoir une pensée critique, etc. Et tout ça dans le but de vraiment transformer et que ça aille dans le sens de ce que elles souhaitent. Et justement, en parlant d'empowerment, en fait, Batik, il y a de ça quelques années, on a produit un petit guide dans le cadre d'un différent projet qui parle de comment est-ce qu'on mesure justement l'impact de l'empowerment, l'impact de nos projets. Donc il y a d'autres outils dedans. Et dedans aussi est détaillé ce qu'on entend par empowerment, pouvoir d'agir. Et voilà, bon, on n'a pas de stand alors qu'on devait en avoir un. Mais on a quand même pris quelques exemplaires. Si jamais vous voulez en prendre, c'est pour vous. Voilà. Et comme ça me soulage mon sac. Et on a aussi un autre guide où, alors là, il est en arabe. Qui évoque l'égalité femmes-hommes et comment déconstruire les préjugés justement que les femmes subissent. Voilà, j'en ai encore plein dans mon tote bag. Hein. Et de toute façon, je serai là, donc n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup. Disponible sur le site de Batik. Voilà. Attendez, on va... je vous les donnerai après. Voilà, vraiment, on va peut-être les distribuer après. Je vais les mettre un peu plus loin. Oui. Est-ce que vous avez des questions à poser à Gwep? Merci beaucoup. Merci pour Merci à vous. tous ces sujets intéressants. Est-ce que des personnes dans le public ont des questions à poser peut-être? C'était très exhaustif. Hein. Non, mais de toute façon, alors je suis pas venue seule. Il y a ma collègue Sarahi qui est là et il y a ma collègue Manon. On est là, donc si jamais vous avez des questions à nous poser, parce qu'on n'a pas que le projet Karama, on fait plein d'autres belles choses. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et voilà. Merci beaucoup en tout cas. Mais je crois qu'on peut applaudir Gwep. Merci beaucoup. Et merci aux volontaires aussi qui ont participé à l'estimomètre, au test.